Grand plaisir pour moi de pouvoir venir vous parler de commerce équitable parce que c'est un de mes sujets de recherche, en fait, depuis, j'ai pu compter les années, là, 7, 6, 7 ans. Donc, c'est un sujet qui m'intéresse particulièrement. J'ai fait du terrain aussi sur ce sujet-là. Je vais en faire encore dès que la pandémie sera terminée. Donc, je suis très heureuse d'être ici. Je voudrais juste mentionner que je suis une chercheure, je suis professeure, chercheur, je ne suis pas quelqu'un qui fait la promotion du commerce équitable. Donc, je veux que ce soit clair que je ne suis pas ici pour vous vendre le commerce équitable. Je vais vous le présenter, évidemment, mais ce qui m'intéresse particulièrement, ce sont les enjeux du commerce équitable, les questions qui se posent, comment est-ce qu'on peut contribuer à l'améliorer aussi. Donc, c'est vraiment vers ça que je vais aller. Donc, dans un premier temps, je vais vous faire un petit historique de ce que c'est, les définitions et tout ça, quelles sont les principales certifications de commerce équitable, mais après ça, on va balancer vers soulever des enjeux. Je vais vous pointer ce qui m'intéresse particulièrement, moi, dans le commerce équitable, ce que j'ai regardé dans mes recherches. Puis, ce sera ouvert à la discussion. Donc, par la suite, là aussi, si vous avez des questions, on pourra en discuter. Donc, je ne suis pas là pour défendre bec et ongle le commerce équitable, mais je trouve en même temps que c'est quelque chose de très intéressant, un mouvement très intéressant. Donc, je m'y intéresse depuis plusieurs années et je l'observe donc de l'externe, hein, comme une observatrice plutôt que comme une actrice du commerce équitable. Donc, sur ce, je vais vous proposer, je vais partager mon écran en espérant que ça va fonctionner. Alors, je le partage. Est-ce que vous pouvez me dire si vous le voyez comme il faut? Oui? Vous voyez juste une diapo? Oui. Excellent, excellent. Donc, écoutez, j'y vais. Si jamais, à un moment donné, on n'a plus de temps, faites-moi signe. J'arrêterai pour qu'on passe aux questions. Donc, j'ai intitulé ma présentation « Le commerce équitable, du juste prix au pouvoir d'agir des producteurs et productrices ». Et je peux ajouter « et des artisans aussi du commerce équitable ». Donc, vous allez voir vers où je veux aller avec où ce titre-là va nous mener tout à l'heure. Mais d'abord, je vais commencer donc avec un bref aperçu de ce que c'est le commerce équitable. J'imagine que si vous êtes ici, c'est parce que vous avez un intérêt, vous avez probablement une idée un peu de ce qu'est le commerce équitable. Je pense que c'est important de se rappeler un petit peu quelle est la définition de ce que c'est le commerce équitable. Donc, la définition officielle, en fait, on la trouve, le meilleur endroit pour la trouver, c'est dans la Charte internationale du commerce équitable, qui a été initié en 2001, mais qui a été revu en 2018 par des acteurs importants du commerce équitable, parce qu'il y en a plusieurs, on va le voir tout à l'heure. Donc, ils définissent le commerce équitable comme étant un partenariat commercial basé sur le dialogue, la transparence et le respect, qui recherche une plus grande équité dans le commerce international. Donc, le commerce équitable contribuerait au développement durable en apportant des meilleures conditions commerciales, en assurant les droits des producteurs et des travailleurs marginalisés des pays du Sud. Les organisations de commerce équitable sont soutenues par les consommateurs, donc c'est un partenariat, qui sont activement engagés dans l'aide aux producteurs, donc les organisations de commerce équitable activement engagés dans l'aide aux producteurs, dans la sensibilisation et dans les campagnes pour changer les règles et les pratiques du commerce international conventionnel. Donc, si on met ça dans des mots qui sont les nôtres, hein, le commerce équitable, en fait, vise à changer un peu les façons de faire du commerce conventionnel. On reste dans du commerce, dans des échanges commerciaux, mais on veut le faire de façon un petit peu plus humaine, plus équitable et aussi de façon un petit peu plus directe, donc dans une relation un petit peu plus directe avec les producteurs et les artisans qui sont à l'autre bout complètement de la chaîne. Donc, pas être complètement déconnecté par eux comme on l'est souvent dans le commerce conventionnel, où est-ce que tout se fait à travers une grande surface, on ne sait pas trop d'où viennent nos produits. Donc là, on rétablit une certaine forme de relation. Donc, il y a une dimension relationnelle importante à ça. Donc, on veut vraiment changer les façons de faire dans le commerce international, qui est conventionnel.
Les produits du commerce équitable sont produits et commercialisés en accord, donc avec les principes qui sont énoncés là, et ils sont, quand c'est possible, vérifiés par des systèmes indépendants et crédibles de garantie, donc des labels ou des certifications. On va y revenir tout à l'heure. Donc, c'est la définition générale du commerce équitable. Le World Fair Trade Organization, qui est une des principales organisations de commerce équitable, qui a participé à la définition justement du commerce équitable dans cette charte, a résumé en fait en 10 points les principes du commerce équitable. Et c'est intéressant parce qu'ils le font de façon assez imagée, donc on le voit assez bien. Donc, les principes du commerce équitable pourraient être identifiés comme étant, l'idée d'apporter des opportunités pour les producteurs et productrices désavantagés. Hein? Donc, on a un parti pris pour celles et ceux qui sont peut-être défavorisés au départ. Ensuite, on mise sur la transparence et la responsabilité. Donc, information, prise de responsabilité. On veut développer des pratiques commerciales, oui, commerciales, mais qui sont le plus équitables possible. Donc, rétablir un petit peu l'équilibre pour pas que ce soit complètement inégal, hein? Un acteur qui a tout le pouvoir et l'autre qui n'en a pas. Le quatrième principe, il est important et c'est souvent celui qu'on retient le plus quand on parle de commerce équitable, c'est le juste prix. Donc ça fait partie aussi des principes du commerce équitable, s'assurer que le prix que l'on paie et que l'on donne surtout aux producteurs et productrices est juste par rapport au travail qui a été fourni. Cinquième principe, pas de travail forcé ni de travail des enfants. Je pense que ça va de soi. Sixième principe, pas de discrimination, égalité des genres et liberté d'association. Septième principe, bonnes conditions de travail. Hein? Donc, au-delà de pas de travail forcé, on veut aussi s'assurer que les conditions sont des conditions décentes. Huitième principe, important ça aussi, on va un peu au-delà des pratiques simplement commerciales, développement des compétences. Et vous allez voir, je vais y revenir tout à l'heure, c'est un point qui est très important pour moi dans mes recherches. Neuvième principe, faire la promotion du commerce équitable, donc le faire connaître. Et le dixième, respect de l'environnement. Donc, ça nous montre que si on mise commerce équitable, on n'est pas en train nécessairement de négliger l'environnement, il est pris en considération aussi dans les principes du commerce équitable. Donc, c'est un résumé des principales valeurs ou principes qui orientent le commerce équitable. Mais ceci dit, une fois qu'on a dit ça, il y a plusieurs approches, plusieurs façons de faire le commerce équitable. Là, je parle du commerce équitable comme si c'était une seule et unique chose. On va voir qu'il y a plusieurs approches très différentes et c'est un petit peu à ça que je veux vous initier aujourd'hui, donc sur les différences entre les approches. Avant de le faire, peut-être important de regarder c'est quoi les produits en général qu'on retrouve dans le commerce équitable? Parce qu'évidemment, tous les produits ne sont pas disponibles dans la filière du commerce équitable. On associe souvent le commerce équitable au café, mais au-delà du café et du chocolat, parce que ça aussi, on l'associe souvent au commerce équitable, il y a le coton, le sucre, le thé, les épices, le vin. Cacao et chocolat, évidemment, le karité et les produits cosmétiques, beaucoup d'artisanat, des fruits, des ballons de sport, des fleurs coupées, de l'huile d'olive, du riz et du quinoa. Donc, ce sont les principaux produits. Il y en a certainement d'autres, notamment là, dans la catégorie artisanat, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui rentrent là-dedans, avec les textiles, entre autres. Donc, il y a beaucoup de produits à découvrir ici. Si vous êtes intéressé à savoir quels sont les produits équitables qui sont disponibles ici au Québec et où est-ce qu'ils le sont, vous pouvez aller voir, j'ai mis le site ici choisiréquitable.org. Donc, c'est un site intéressant là, qui nous permet de voir ce qui est disponible. En quelques chiffres, là, je suis pas très forte sur les parts de marché, les choses comme ça. J'ai pas réussi à trouver des chiffres à jour pour le Canada ici. Il y en a probablement, mais de façon générale, Fairtrade, qui est la principale certification équitable,
estiment que ces ventes annuelles dans le monde frôlent les 10 milliards d'euros, hein, en vente annuelle de produits certifiés Fairtrade. Ceci dit, ce n'est pas l'ensemble des produits certifiés équitables parce qu'il y a d'autres types de certifications. Donc, on peut estimer que les ventes de produits équitables sont à plus que ça. Un organisme, si vous êtes intéressé à en savoir plus aussi sur le commerce équitable, un organisme très intéressant, l'organisme commerceéquitable.org, qui est l'organisme français qui fait la promotion du commerce équitable, donne beaucoup d'informations justement sur les parts de marché, les produits qui sont vendus et leur observatoire hein, ont identifié qu'en 2020, la consommation de produits équitables en France avait augmenté de 12 par rapport à l'année précédente. Donc, malgré la pandémie, une augmentation quand même appréciable là, de produits équitables. Donc, on voit que c'est quelque chose qui est en progression depuis les débuts, mais évidemment, on est conscient que ça reste quand même une part de marché qui est marginale par rapport au commerce conventionnel et qui reste encore beaucoup de potentiel d'augmenter ce commerce. Peut-être avant de passer aux différentes approches, aux différentes certifications, c'est important de peut-être situer ce mouvement-là historiquement. Hein, ce n'est pas un mouvement qui est né d'hier, même si peut-être certains d'entre vous le connaissent depuis peu. En fait, on le retrace là, depuis les années 1940. On a vu en fait les débuts d'un mouvement qu'on pourrait appeler un mouvement de commerce alternatif hein, qui avait commencé avec la fondation d'Oxfam qui avait mis en place des magasins de charité en Europe qui sont plus tard devenus ce qu'on appelle maintenant les magasins du monde. Les magasins du monde sont présents ici au Québec à travers les écoles beaucoup, donc les écoles secondaires notamment, et qui permettent de faire de l'éducation donc en matière de commerce social et d'économie sociale et solidaire pour les jeunes. Dans la foulée aussi, là, à partir de ces années-là, il y a aussi les dames qui faisaient partie du mouvement ménonite qui a mis sur pied les Self-Help Crafts en Amérique, qui sont devenus un magasin que vous connaissez peut-être aujourd'hui, 10 000 villages. Donc, ce sont des magasins, comme les magasins du monde, où on vend des produits issus du commerce équitable, donc qui ont été mis en place pour aider certaines populations qui étaient défavorisées, qui étaient marginalisées, des réfugiés, par exemple. Donc, c'était souvent des populations du Sud. Hein, qui étaient là. Mais le but de ces magasins-là était de dire, ben, plutôt que de simplement leur envoyer des dons en argent, on va les encourager, on va acheter leur artisanat et leurs produits et on va les vendre donc dans des magasins où on retrouve ces produits-là. Donc, ça a été vraiment le début de ce qu'on appelle un commerce alternatif à travers ce qu'on appelle aujourd'hui le commerce équitable. C'est seulement plus tard, donc en 88, qu'on voit le début de ce qu'on appelle aujourd'hui le commerce équitable certifié. Donc ça, c'est un peu différent de ce qu'on retrouve un petit peu en magasin avec l'artisanat dans les magasins du monde ou dans 10 000 villages, quoique maintenant, on retrouve là des produits certifiés. Et c'est une nouvelle filière qui s'est mise en place à partir de 88 au Mexique, à partir de la coopérative Ussiri, qui faisait notamment du café. Hein, ça a été fondé donc par un prêtre, Frans van der Hoff, et l'économiste néerlandais Nico Rosen. Donc, ils ont fondé la première certification de commerce équitable. Ils l'ont appelé le label Max Havelaar. Donc, vous avez peut-être déjà entendu ça. En fait, en France, on utilise encore la dénomination Max Havelaar, qui est jumelée avec Fairtrade, pour parler de cette certification de commerce équitable. Donc, 88, on commence tranquillement à mettre ça en place parce qu'on réalise que pour assurer que les produits respectent, dans le fond, les qualités qu'on leur attribue, on a besoin de fournir certaines garanties aux consommateurs qui sont souvent dans le Nord et qui ne sont pas nécessairement près des producteurs. Donc, on va mettre en place, hein, qu'est-ce que ça veut dire le début du commerce équitable certifié? Bien, ça veut dire qu'on met en place des cahiers de charges, comme avec les certifications biologiques, par exemple. Donc,
cahier de charge qui explique de façon très, très précise les principes qui doivent être suivis, mais aussi les pratiques qui doivent être respectées ou mises en place pour pouvoir avoir la certification à l'époque qui était Max Havelaar. Et tranquillement, on met en place aussi tout le processus d'audit, hein, qui est un processus d'audit indépendant pour aller vérifier de façon périodique est-ce que ces cahiers des charges-là sont bel et bien respectés par les organisations qui ont obtenu la certification. Donc, vous comprenez, on commence à, ça veut dire que c'est un commerce qui commence à prendre son envol et qui a besoin justement de garanties ou de montrer des garanties et de se structurer. Dans la même foulée, quelques années, dans les années qui ont suivi, on a aussi vu la création de plusieurs réseaux continentaux de commerce équitable. Donc, en Europe, le IFAT, International Federation of Alternative Trade, et qui est par la suite devenu le World Fair Trade Organization. Au Canada et aux États-Unis, il y a la Fair Trade Federation qui s'est mise en place. Donc, ça, c'est un réseau intéressant encore là quand vous cherchez des ressources en commerce équitable. La Fair Trade Federation regroupe en fait des organisations qui font dans le commerce équitable, donc qui ne vont pas nécessairement produire, parce qu'ici au Nord, on produit moins ou en tout cas peu pour l'instant des produits de commerce équitable. C'est appelé à changer avec le commerce équitable Nord-Nord, mais pour l'instant, donc, les produits viennent beaucoup du Sud, mais la Fair Trade Federation regroupe beaucoup les magasins ou les boutiques, les distributeurs, celles et ceux qui achètent les produits du Sud pour les revendre ici. Donc, c'est un bon réseau aussi pour aller voir où est-ce qu'on peut trouver des produits de commerce équitable et qui en vend en Amérique du Nord. En 2004, c'est en Amérique latine, on a vu naître un autre réseau qui est très important, la coordination latino-américaine et des Caraïbes, des petits producteurs et travailleurs du commerce équitable, la CLAC, qui est venue se structurer. Donc, tout ça a permis vraiment au commerce équitable de s'institutionnaliser, de s'organiser dans un ensemble d'organisations et d'institutions pour amener, dans le fond, le commerce équitable vers quelque chose de plus reconnu par les consommateurs et aider ces produits-là à percer le marché. Donc là, j'aurais une question pour vous. On n'avait pas la possibilité de vous faire un sondage avec choix multiples. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer différents labels de commerce équitable. Je vous disais qu'à partir de 88, on a commencé vraiment le commerce équitable certifié. Donc, il y a une multitude de certifications par la suite qui se sont mises en place. Donc, je vais vous en montrer quelques-unes. Je serais curieuse de savoir lesquelles vous connaissez. Donc, je vais vous les montrer les unes après les autres. Identifiez celles que vous reconnaissez, que vous avez déjà vues, que vous savez qui sont associées à du commerce équitable. Et je vais vous demander par la suite, dans le chat, d'aller inscrire les numéros des labels que vous reconnaissez. Donc, la première, celle-ci, numéro 1. La deuxième, celle-ci. La troisième, Fair for Life. La quatrième, SPP. La cinquième, Fair Trade Certified. Donc, c'est 5 certifications ou labels de commerce équitable qu'on voit assez fréquemment. Alors, je serais curieuse de voir, puis là, moi, je ne vois pas le chat. Je ne sais pas si je suis capable de le voir, mais je vous demanderais si vous pouvez, dès maintenant, aller inscrire chacun les numéros des certifications que vous reconnaissez ou des labels que vous reconnaissez là-dedans. Soyez honnête. Là, par contre, je ne vois pas. Je vois que le chat se grand. Ah, je pense que je peux. OK. Le 1, 5, 1, 1 revient souvent. Le 2, certains connaissent le 2. Le 5 aussi, hein? C'est vrai qu'on le voit quand même assez souvent. Oh, quelqu'un connaît les 5. Ça, c'est impressionnant. OK, 1, 2, 5, 1, 2, 4, 5, SPP. Quelqu'un qui connaît le SPP, c'est intéressant. C'est un label qui est beaucoup moins connu. OK, quand même. Donc, le 1 est assez connu, hein? On le voit. Le 2 aussi, quand même, passablement. Ça aussi, ça m'impressionne quand même parce que, je veux dire, moi,
penchée, je suis là-dessus tout le temps, mais je trouve ça intéressant que vous connaissiez ceux-là. Donc, 1, 2, certains connaissent le 3 ou le 4, mais moins souvent. Le 5 revient à certains moments. C'est pas mal ça à quoi je m'attendais. Donc, on va les regarder un petit peu pour voir qu'est-ce que ça veut dire parce que, je le disais tout à l'heure, il n'y a pas un commerce équitable. Hein. Évidemment, quand on va parler commerce équitable, souvent, on va parler des produits Fair Trade. Pourquoi? Bien parce que c'est la certification première qui est arrivée, hein, qui a commencé avec Max Havelaar, mais qui est rapidement devenu Transfert et Fair Trade. Donc, il y a eu des changements de nom, mais c'est la certification, la première qui s'est mise en place et aussi c'est la plus importante et la plus reconnue là, au niveau international. C'est elle qui a les ventes les plus importantes. Donc, souvent, quand on va parler des ventes, par exemple, de produits équitables, c'est souvent les ventes de Fair Trade. Donc, c'est une certification qui est importante et qui regroupe beaucoup donc de petits producteurs. La majorité, ou en tout cas la grande partie de ces certifications sont tournées vers les petits producteurs. Mais on a vu quand même autour des années 2006 qu'il y a eu une ouverture hein, de Fair Trade, de la certification Fair Trade pour des grandes plantations, pour certains produits, notamment pour les bananes et le sucre, qui sont plus difficiles à produire sur des petites surfaces. Donc, il y a eu une ouverture là, autour des années 2006 vers certaines grandes plantations, donc avec des nouveaux standards qui viennent encadrer la main-d'œuvre qui est comment on appelle ça? Qui reçoit un salaire, là, salarié, alors que la plus grande partie de ces standards sont quand même dirigés vers les petits producteurs, donc que ce soit de café, de chocolat ou d'autres produits. En parallèle à ça, en 2004, je vous le disais tout à l'heure, en Europe, il y a le IFAT, qui est par la suite devenu le World Fair Trade Organization, qui est une organisation de commerce équitable quand même très importante, qui a mis sur pied ce qu'elle appelait au départ son système de vérification et par la suite, c'est devenu un système de garantie. Donc, ce n'est pas tout à fait une certification, mais c'est tout comme. Donc, avec son label qu'on reconnaît là, que certains parmi vous connaissaient. Donc, c'est un label qui est surtout orienté, celui-là, vers les organisations qui sont axées principalement sur le commerce équitable. C'est quoi la différence? Fair Trade va certifier des produits. Hein? Donc, le café va être certifié équitable, le chocolat, le cacao, les fleurs vont être certifiées équitables. Dans le cas du WFTO, c'est une certification surtout qui vise les organisations. Donc, est-ce que les organisations ont en place des processus qui respectent les principes de commerce équitable? Donc, dans ce contexte-là, une organisation qui fait ou qui vend d'autres produits qui ne sont pas équitables ne se qualifie pas pour devenir membre du WFTO. Donc, le WFTO est moins connu probablement et est moins répandu pour la simple et bonne raison que ses membres cibles hein, doivent vraiment se spécialiser dans le commerce équitable et doivent y être dédiés au commerce équitable. Donc, c'est assez différent de ce qu'on voit dans la certification produits de Fair Trade, qui, elle, vise un petit peu plus des produits de grande distribution qui vont être distribués, par exemple, dans des grandes surfaces. Donc, ce qui est intéressant aussi avec le label du World Fair Trade Organization, c'est que c'est très présent dans le domaine de l'artisanat. On en voit de plus en plus quand même dans le domaine du café et du chocolat notamment, mais à la base, on est beaucoup là, dans l'artisanat, alors que Fair Trade se spécialisait un petit peu plus dans les produits alimentaires, notamment autour du café. Donc, on voit que chacune des certifications a ses spécialités et donc, nous, comme consommateurs ou comme observateurs, c'est intéressant d'aller regarder ces différences-là, dépendamment de ce qu'on veut favoriser ou ce qu'on veut prioriser ou si on veut savoir ce que ça signifie derrière l'étiquette.
un autre des labels de certification équitable qui est bien reconnu aussi, Fair for Life, donc qui a été établi là, en 2006 et qui a repris sous elle en 2016 une autre certification, la certification EcoCert, EcoCert Fair Trade, donc qui est maintenant regroupée sous Fair for Life. Donc, c'est une certification qu'on voit assez souvent, qui est ouverte aux grandes plantations. Donc, on voit souvent des produits de grande distribution qui ont cette étiquette-là, parce qu'en général, donc, c'est des producteurs de beaucoup plus grande ampleur qui vont aller chercher cette certification-là. Et là, on va voir la distinction importante avec l'autre logo que très peu d'entre vous connaissiez, le SPP, la certification Símbolo de Pequeños Productores, qui, elle, a émergé en 2010 en réaction justement à l'ouverture des certifications aux grandes plantations et aux grands producteurs. Pour les fondateurs de cette certification-là, qui viennent notamment de la CLAC, donc les petits producteurs d'Amérique latine, pour eux, l'esprit du commerce équitable doit être d'abord et avant tout axé sur les petits producteurs. Et donc, ils ont décidé de créer leur propre certification dont ils allaient avoir le contrôle. Hein, donc, contrairement aux autres certifications qui sont situées en général, qui sont contrôlées ou gérées à partir, notamment en Europe ou dans des régions du Nord, le Símbolo de Pequeños Productores, le SPP, est basé au Mexique. Et il est vraiment réservé aux petits producteurs. Donc, quand vous voyez cette certification-là, vous savez que c'est nécessairement un petit producteur qui a produit ou récolté le produit que vous achetez. Cette certification-là a aussi des standards en termes de prix minimum qui doit être payé aux producteurs et des standards de gestion démocratique très exigeants, probablement beaucoup plus exigeants que la plupart des autres certifications. Mais pour cette raison aussi, comme c'est plus spécifique et un peu plus exigeant, réservé aux petits producteurs, c'est une certification qui est beaucoup moins répandue, donc plus difficile à retrouver et moins reconnue aussi. Donc, c'est ce qui explique que plusieurs d'entre nous l'avons rarement remarqué. Je termine avec la certification, le label numéro 5 que je vous ai montré. Vous remarquerez qu'il y a une différence. Hein? On retrouve ici Fair Trade, mais c'est différent du premier Fair Trade. Il est écrit en 2 mots. C'est parce qu'autour de 2011-2012, Fair Trade USA, qui faisait partie de Fair Trade International, a décidé de quitter, en fait, et de devenir indépendant, de créer sa propre certification. C'est dans ce contexte-là que maintenant, on voit cette certification-là, ce label-là, qui dit Fair Trade Certified. Donc, ça veut dire que ça a été à ce moment-là certifié par l'organisme Fair Trade USA, qui a voulu vraiment s'ouvrir aux grandes plantations, mais pas juste dans certains domaines, comme le faisait Fair Trade International, mais dans à peu près tous les domaines de production, notamment dans le domaine du café. Donc, on comprend que cette certification-là, elle vise, dans le fond, les producteurs de beaucoup plus grandes dimensions. Hein, pas seulement les petits producteurs. Et bon, il y a tout le temps, dans chacune des certifications, il y a souvent plusieurs déclinaisons en fonction des différents produits qui sont couverts par la certification. Mais dans le cas de Fair Trade Certified, une de ses caractéristiques, c'est qu'il y a rarement de prix minimum qui est fixé pour les produits, pour les certifications de produits, alors que, par exemple, SPP ou Fair Trade International va en général aller mettre des prix minimums qui vont être fixés dans cette certification et qui vont être revus de façon régulière. Donc, dans le cas de Fair Trade USA, c'est laissé un petit peu plus à la discrétion, soit des producteurs ou dans la négociation là, avec les acheteurs. Donc, on demande qu'il y ait évidemment un prix raisonnable qui soit payé, mais on ne fixe pas de prix minimum.
Donc, je ne sais pas si vous voyez un petit peu, on commence à voir un petit peu la diversité des approches, hein. Il y en a qui vont aller plus vers les petits producteurs, d'autres qui vont être ouverts des usines ou à des grandes plantations, par exemple. Euh, il y a des pratiques qui vont être différentes au niveau du prix minimum, au niveau aussi de l'exigence en matière de gestion démocratique de l'organisation qui va être certifiée ou dont le produit va être certifié. Donc, une assez grande variété quand même au niveau des certifications qui se sont donc multipliées au cours des 2 dernières décennies. Évidemment, il y en a d'autres. Il y en a d'autres qui disent fair trade. Il y en a d'autres qui ne mettent pas nécessairement le mot fair trade, mais qui peuvent y être associés. Je ne ferai pas le tour ici. Mais si vous êtes intéressé d'aller plus loin, j'ai mis ici en bas un lien. Ça vient encore une fois de l'organisme commerceéquitable.org, hein, Commerce Équitable France, qui produit de façon périodique un guide international des labels de commerce équitable. Ce guide-là est fabuleux. Il est hyper détaillé. Ils prennent les principales certifications, celles que je vous ai présentées ici, mais quelques autres aussi. Et ils vont vraiment détailler toutes les caractéristiques de chacune de ces certifications-là. Et ils vont aussi leur donner une appréciation, une évaluation. Est-ce que, par exemple, au niveau d'assurer les conditions de travail, est-ce que, par exemple, la certification ne couvre pas ce point-là? Est-ce qu'elle le fait, mais de façon faible, de façon moyenne ou de façon forte? Donc, avec un code couleur, il fonctionne comme ça. Donc, c'est très intéressant si vous voulez en savoir un petit peu plus sur les différentes certifications et vous aider, par exemple, pour guider vos achats. Ce guide-là, il est très intéressant et il est disponible en français, en PDF, gratuitement. Il a été mis à jour en 2019, donc c'est assez récent. Cette dernière chose, je mentionnerais que c'est important aussi de mentionner qu'en parallèle de ces certifications-là, de ces labels-là, qui sont ceux qui sont reconnus ici par l'Association québécoise du commerce équitable, donc c'est eux qui sont peut-être la référence là, en matière de commerce équitable ici au Québec. Eux, ils recommandent en fait un certain nombre ou ils appuient un certain nombre de certifications. Donc, c'est celle que j'ai présentée précédemment, moins Fair Trade Certified ici. Mais donc, eux en appuient un certain nombre, mais en parallèle de ça, donc il faut savoir qu'il y en a d'autres. Il y a aussi ce qu'on pourrait appeler des certifications de développement durable. Hein, vous avez peut-être déjà entendu parler de la certification UTZ ou Rainforest Alliance, par exemple. Il y a aussi des programmes d'entreprise spécifiques, donc des pratiques volontaires. Par exemple, le Café Practices chez Starbucks, Nestlé en a un, McDo en a un. Donc, ils ont leur programme maison, mais qui ne sont pas nécessairement vérifiés à l'externe ou en tout cas dont les principes respectent pas nécessairement tous les principes là, du commerce équitable que j'ai présenté tout à l'heure. Donc, qui vont avoir des exigences qui vont être variables parce que déterminées par ces entreprises-là et non pas par un organisme indépendant et appliquées de façon là, uniformisée. Donc, si vous avez des questions tout à l'heure, ça me fera plaisir d'y répondre. Mais là, je vois le temps qui file. Donc, je voudrais passer rapidement aux enjeux qui sont soulevés. Il y en a plusieurs qui ont émergé là, quand j'ai présenté chacune des certifications. Donc, par exemple, je vais en mentionner quelques-uns. Évidemment, il y en a d'autres. Vous aurez peut-être des questions à cet égard-là. Mais vous aurez peut-être vu qu'une des grosses questions au cœur de l'orientation du mouvement du commerce équitable et des certifications de commerce équitable, c'est est-ce que le commerce équitable doit favoriser la participation des multinationales en certifiant les grandes usines et les plantations ou doit-il viser exclusivement les petits producteurs? Donc ça, c'est un point sur lequel tous les mouvements de commerce équitable ne s'entendent pas nécessairement. Dans quelle mesure aussi les certifications de commerce équitable doivent-elles exiger une gestion démocratique des organisations qu'elles certifient et permettre une participation des producteurs à leur gouvernance? Ça aussi, ça va être très variable hein, d'une certification à l'autre. Donc, certains, je vous disais par exemple, le SPP, sont assez exigeants là-dessus. Et en fait, la gouvernance de ce label-là est vraiment faite par les petits producteurs alors que dans d'autres certifications, ce n'est pas nécessairement le cas.
Donc, pour chacune des certifications, l'approche va varier à cet égard-là. Une autre question ou un autre enjeu qui va se poser dans les différentes approches de commerce équitable, est-ce que les certifications doivent fixer un prix minimal qui doit être payé? Hein, par exemple, vous devez payer tant la livre de café aux producteurs de café équitable. Euh, Certaines certifications proposent un prix minimal, d'autres non. Donc, si on le propose, ben c'est quoi exactement un prix équitable? Qu'est-ce qui peut être considéré comme un prix équitable et comment est-ce qu'il doit être fixé? Ça va être très différent. Certaines certifications vont mentionner comment ça doit être fixé. D'autres vont laisser cette question-là un petit peu ouverte à la négociation entre les producteurs et les acheteurs. Une autre question ou enjeu, quelle devrait être la place des exigences environnementales dans les certifications de commerce équitable? On a vu tout à l'heure que le développement durable et le respect de l'environnement, ça faisait partie des principes du commerce équitable. Mais quelle place est-ce que ça doit avoir? Donc, certaines certifications sont plus exigeantes que d'autres à l'égard des pratiques environnementales. Donc, tout ça est à surveiller. Donc, quand vous vous intéressez aux certifications équitables, avant de choisir lesquelles vous souhaitez appuyer. Une autre question qui se pose aussi entre les différentes approches, comment peut-on être assuré que les produits, organisations et entreprises certifiées respectent bel et bien les critères établis par les certifications? Donc, ça, c'est une question qu'on a souvent, nous, comme consommateurs du Nord. On est loin de ces démarches-là. Et souvent, on va avoir un certain scepticisme, ou en tout cas, on va se poser des questions là-dessus. On va aussi être amené, en regardant cette multiplication-là de certifications, on va être amené à soulever l'enjeu de comment est-ce que les consommateurs peuvent s'y retrouver dans cette multiplication-là de certifications. C'est pas simple, hein? Je vous en ai montré seulement 5, il y en a plus que ça sur le marché. Comment est-ce qu'on fait pour connaître toutes ces distinctions-là quand on n'est pas en train de faire de la recherche pointue sur les différences entre ces approches-là? Ce n'est pas toujours facile. Et est-ce que ça ne pourrait pas amener un risque de confusion, voire même de méfiance des consommateurs envers ces labels-là et ces démarches-là, alors qu'au départ, elles ont été mises en place pour créer l'inverse, hein, pour créer la confiance des producteurs. Donc, ce sont plein d'enjeux quand on regarde ces démarches-là et le développement du commerce équitable certifié. Ce sont plein de questions qu'on peut se poser et on pourra en rediscuter tout à l'heure si vous le souhaitez. Mais je voudrais arriver à la dernière que j'ai mis en orange avec une flèche. Pourquoi? Parce que, en fait, moi, c'est beaucoup la question qui est au cœur de mes recherches et de mes réflexions sur le commerce équitable. Parce que, bon, les deux questions qu'on voit en haut, c'est souvent des questions qu'on a, mais qui vont être beaucoup axées sur nous comme consommateurs ou comme consommateurs du Nord. Hein, est-ce qu'on se fait avoir en achetant un certain label ou en payant un petit peu plus cher, par exemple? Est-ce que c'est garanti vraiment que ce qu'on nous promet va être vraiment livré? Donc, on a tendance beaucoup à le voir comme ça. Hein. Est-ce que le prix vaut la peine? Est-ce que c'est vraiment ce prix-là qui est donné aux producteurs? Donc, on va souvent être préoccupé par cette question-là. Or, je pense qu'une question, je pense encore plus importante, serait de retourner notre attention plutôt vers les producteurs, les productrices, les artisans, les artisanes, et de se poser la question, comment est-ce qu'on peut s'assurer que les certifications qui sont en place ou qui sont développées ne se limitent pas à être des exigences et des contrôles supplémentaires qu'on va imposer aux producteurs et aux artisans du Sud pour répondre à nos attentes, hein, de consommateurs et consommatrices du Nord, des attentes qui sont toujours plus élevées. Hein. Donc, ça, je pense que c'est une préoccupation qui est très importante dans le développement de standards comme ceux qu'on voit dans le commerce équitable. Et certains ont souligné d'ailleurs qu'il y a toujours ce risque qu'on va appeler de néocolonialisme, hein, c'est-à-dire de reproduire nos standards et nos exigences et d'aller les imposer à ces producteurs-là qui ont déjà une tâche vraiment pas facile de tirer leur épingle du jeu là, dans le commerce international.
Donc, c'est vraiment ma proposition que je fais, moi, de transférer le regard vers ce qui se passe vraiment au niveau des producteurs et artisans et de voir ben, comment est-ce qu'on va pouvoir s'assurer que les certifications qui sont mises en place vont vraiment contribuer au développement de relations plus égalitaires entre acteurs du Nord et du Sud. Hein, au-delà de simplement assurer un juste prix, est-ce qu'on va vraiment contribuer à ça à travers ces certifications-là? Je pense que c'est là qu'il faut aller au-delà des exigences et des règles de ces certifications-là pour s'intéresser aux impacts des certifications de commerce équitable, aux impacts des certifications de commerce équitable et du commerce équitable auprès des producteurs, des productrices, des artisans, des artisanes. Dans un monde idéal, vous pourriez, avant d'acheter votre café, aller rencontrer, aller voir le producteur qui le fait, aller discuter, hein, aller prendre un café avec lui ou avec elle pour voir justement dans quelles conditions ils produisent leur café. Puis est-ce que c'est des conditions qui sont décentes? Est-ce que c'est des conditions de vie qui sont satisfaisantes? Mais évidemment, on n'est pas dans ce contexte-là. Donc, il faut qu'il y ait en place, il faut qu'il y ait ce genre de regard-là. C'est dans cette perspective-là, par exemple, que moi, je vais faire de la recherche là-dessus, mais on est plusieurs chercheurs à faire ce genre de choses-là. Donc, ça prend des regards extérieurs pour aller voir, mais comment ça se passe exactement sur le terrain? Comment ça se passe pour ces producteurs, productrices-là, ces artisans, ces artisanes-là? Donc, j'ai mis ici des photos de gens que je suis allée rencontrer, entre autres au Guatemala. Donc, je les ai vraiment rencontrés, j'ai vraiment discuté avec eux pour aller voir justement quelle était leur expérience avec le commerce équitable et à travers les démarches de certification qu'ils avaient vécues. Et ce qui est intéressant de voir, puis là, je vais essayer d'aller rapidement parce que je vois que le temps file, je vais essayer de finir un petit peu avec ces impacts-là et on pourra en reparler. Donc, ce qu'on voit quand on va sur le terrain, c'est que l'impact est loin de se limiter à un impact économique. Hein? Je dois mentionner, moi, j'ai été rencontrer, ceci dit, des petits producteurs. Donc, je n'ai pas été dans des grandes plantations ou dans des producteurs de grande taille. J'étais beaucoup auprès des petits producteurs qui ont été certifiés, entre autres, Fairtrade, SPP ou par le WFTO. Et donc, ce qu'on constate, entre autres, c'est que l'impact est loin d'être seulement un impact économique. Et souvent, on a tendance justement à réduire un peu le commerce équitable à, bon, commerce équitable, c'est de donner un juste prix. Oui, effectivement, mais il n'y a pas que ça. Et d'ailleurs, au niveau de l'impact économique, si on ne s'en tient qu'à ça, les études qui ont été faites par des économistes, entre autres, sont assez mitigées quant à l'impact économique du commerce équitable sur les producteurs et les productrices. Dans certains cas, on voit qu'il y a une amélioration des conditions économiques et matérielles, mais pas dans tous les cas. Dans certains cas, on voit des améliorations assez marginales. Notamment en raison du fait que la demande dans les pays du Nord tend souvent au cours des dernières années a eu tendance à plafonner. Et donc, s'il y a plus de producteurs qui entrent dans le système, mais qu'on ne peut pas vendre plus de produits, bien à ce moment-là, ils ne peuvent pas nécessairement écouler leurs produits sur le marché équitable et donc ils doivent de toute façon le vendre dans le marché conventionnel, en tout cas une certaine partie. Donc, c'est ce qui expliquerait ça. Donc, les études, certaines sont positives, certaines sont plus neutres en disant bien, que l'impact n'est peut-être pas si grand que ça. On va mentionner bon, certains autres éléments, notamment que la notion de juste prix, elle est très variable aussi d'une certification à l'autre. Certaines certifications vont imposer des prix plus élevés que d'autres. Mais en même temps, au niveau économique, ce qui est assez clair, c'est que ça permet aux producteurs ou aux artisans du Sud d'accéder à des marchés de niche souvent, et à des réseaux d'acheteurs qui sont particulièrement engagés à long terme et qui sont des réseaux de qualité. Donc, ça leur donne des nouveaux débouchés pour leurs produits. Donc, ça leur permet d'accéder à un certain marché qu'ils n'avaient pas auparavant. Donc, il y a un accès au marché qui ne se traduit pas nécessairement, hein, ils ne deviennent pas riches du jour au lendemain, mais ça leur permet au moins de
de vendre leurs produits et de gagner leur vie finalement. Mais donc, au niveau de l'impact économique, si on s'arrête que à ça, c'est peut-être pas toujours aussi convaincant qu'on le souhaiterait. Par contre, quand on regarde sur le terrain, ce qui est très intéressant, ce sont les autres bénéfices qui sont là pour les producteurs ou les artisans. Notamment, les démarches de commerce équitable, que ce soit à travers la certification ou à travers tout l'encadrement qui vient autour, va souvent s'accompagner de capacitation technique. Hein, on va donner de la formation aux producteurs, que ce soit pour apprendre des nouvelles techniques de production ou encore améliorer celles qu'ils ont. Ça va les amener donc à être capables de produire de la meilleure qualité et des meilleurs rendements aussi. Donc ça, c'est appréciable au niveau technique. Au niveau environnemental, on va voir aussi que les démarches de commerce équitable vont permettre beaucoup aux producteurs et aux artisans de se conscientiser, d'être informés et d'être formés aussi sur comment est-ce qu'on fait pour avoir une gestion environnementale plus durable. Et on va fournir des outils à cet égard-là. Donc, on va remarquer que les producteurs ou artisans de commerce équitable vont avoir tendance à être peut-être plus conscientisés de ces questions-là et à être capables donc d'avoir des pratiques un petit peu plus durables, ce qui va au final être très bénéfique aussi pour eux parce que, entre autres, ça va parfois leur permettre d'aller chercher une autre certification comme la certification biologique. Et là, quand il y a une combinaison de certifications, là, on voit que pour les producteurs, il y a une plus-value économique vraiment importante. Donc, vous remarquerez quand vous achetez vos produits, que ce soit le café, le thé ou le chocolat, souvent, on va voir les deux logos, en fait. On va voir un logo de commerce équitable et un logo de production biologique parce que les producteurs vont avoir tendance à combiner les certifications. Au niveau des impacts, il y a aussi des impacts au niveau social. Donc, de s'inscrire dans des démarches de commerce équitable va permettre aux producteurs et aux artisans d'aller chercher une certaine forme de reconnaissance, que ce soit au sein de leur propre famille, puis là, je pense ici notamment aux femmes, hein, quand elles se mettent à gagner des sous à travers ces réseaux-là et à gagner en capacitation technique, elles vont gagner un certain pouvoir d'agir dans leur famille, alors que souvent, les familles traditionnelles, les femmes n'ont pas toujours une grande voix au chapitre. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment observé, notamment au Guatemala, là, où est-ce que les structures, ce sont des structures patriarcales assez fortes. Et donc, les producteurs, les productrices vont gagner en reconnaissance familiale au niveau de leur groupe, au niveau de la société aussi. Parce que ce qu'on remarque, c'est que souvent, les producteurs et les artisans sont souvent des personnes autochtones qui sont un peu marginalisées dans leur société. Et donc, de participer à ces réseaux-là leur permet de réinvestir donc la sphère économique et sociale et donc de reprendre une place là-dedans. Au niveau social aussi, plusieurs des certifications de commerce équitable vont offrir une prime collective aux groupes ou aux organisations de producteurs hein, qui sont organisés en général souvent en coopérative ou en petites organisations qui vont être gérées de façon démocratique et eux vont bénéficier de cette prime-là. Donc, au-delà du prix minimum qu'on leur offre, donc on va leur offrir une prime qu'ils vont pouvoir partager, en fait, ou attribuer comme ils le souhaitent. Des fois, ça va être pour des initiatives pour améliorer leurs infrastructures en matière de santé ou d'éducation de leurs enfants, par exemple. Donc ça va être très capacitant aussi au niveau social. Et il y a aussi une capacitation politique, donc un certain pouvoir d'agir au niveau politique qui est gagné à travers la participation à des démarches de commerce équitable, ou en tout cas qui peut être gagné. C'est à travers notamment l'apprentissage ou l'approfondissement des modes de gestion démocratique. Je le disais tout à l'heure, plusieurs certifications vont demander que les organisations de producteurs soient gérées de façon
démocratique, que ce soit en coopérative ou en organisation. Et donc, à travers ça, ça va favoriser une participation active des producteurs et des artisans à la vie économique et éventuellement, certains vont même se mettre à être de plus en plus actifs au niveau de la vie politique de leur région, de leur communauté ou même de leur pays. Hein, c'est ce qu'on a vu dans certains cas. J'ai même eu la chance de rencontrer une artisane bolivienne qui a fait partie, en fait, qui a été députée au sein du cabinet de Evo Morales parce qu'elle avait vraiment gagné en capacitation là, au sein du mouvement équitable. Bref, et je vais terminer là-dessus. Donc, on voit qu'au-delà de l'impact économique, la capacitation technique, la capacitation environnementale vont être un impact important pour les producteurs et vont éventuellement se traduire en impact économique positif aussi. Même chose, par la suite, ces capacitations-là vont mener aussi à la capacitation sociale et politique qui, additionné, hein, tout ça, on voit qu'il y a un effet d'entraînement et qu'il y a, au bout du compte, qui peut en tout cas y avoir une augmentation du pouvoir d'agir des producteurs et des artisans, hein, ce qu'on pourrait appeler un empowerment, qui, lui, va se traduire souvent après ça avec une participation dans des relations commerciales plus égalitaires, un plus grand pouvoir de négociation et des impacts économiques qui vont être favorables. Donc, je ne sais pas si vous voyez cette boucle, en fait, que ce n'est pas nécessairement le prix initial pour lequel les producteurs et les artisans sont attirés vers les démarches de commerce équitable. Donc, oui, il y a ça, mais c'est un effet d'entraînement beaucoup plus grand qui peut se produire si les conditions sont réunies. Et là, je pense qu'il faut être très réaliste. Hein? Elles ne sont pas toujours réunies, ces conditions-là. Et c'est pour ça qu'on a besoin justement d'observer ce qui se passe avec chacune de ces démarches-là, de ces certifications-là. Hein, il ne faudrait pas voir le commerce équitable comme une panacée. Ça ne répond pas à toutes les inégalités économiques et sociales. Ce n'est pas une révolution du système économique. On s'inscrit dans une optique plutôt réformiste, mais on voit qu'il y a un potentiel quand même pour aller au-delà d'une simple charité, hein, pour contribuer au développement de relations plus égalitaires entre les acteurs du Nord et du Sud. Mais il faut rechercher ou mettre en place les conditions dont je viens de vous parler, hein, les conditions de capacitation, que ce soit au niveau technique, environnemental, social, politique, qui vont permettre l'empowerment à plusieurs niveaux et qui vont vraiment aider les producteurs et les artisans à tirer leur épingle du jeu et à entrer dans des relations de commerce plus équitables. Les certifications sont un bon départ, hein, pour mettre en place ces conditions-là, mais ça reste que ce n'est pas une garantie absolue. Tout ça est toujours situationnel. Donc, on a besoin de continuer toujours à aller recueillir des témoignages de producteurs et d'artisans du Sud. On a besoin de recherche indépendante pour s'assurer que ces conditions-là sont présentes ou identifier comment on peut les renforcer. Et évidemment, je vais vous faire un clin d'œil pour terminer, ça prend aussi, donc à travers dans ces conditions-là, ça prend la participation ou l'effort des acheteurs et des acheteuses, souvent du Nord, hein, qui, elles et eux, sont appelés à pratiquer une consommation curieuse, active et réflexive pour s'informer, pour comprendre quelles sont les implications donc des différents labels et des différentes démarches